Paul Ricard, c'est un homme d'affaires, un inventeur. C'était aussi un patron atypique. C'est un homme qui est extrêmement avant-gardiste, un profond artiste finalement. Le Ricard, c'est la deuxième boisson la plus vendue en termes de chiffre d'affaires derrière la cristalline. Incroyable, non? Et derrière cette boisson, un homme, Paul, son nom, Ricard. Allez, je vous raconte son histoire. Paul Ricard est un enfant marseillais, un enfant de Provence exactement. Il est né le 9 juillet 1909 et c'est un bébé du XXe siècle qui a été marqué par des avancées technologiques révolutionnaires, des conflits évidemment mondiaux dévastateurs et des profondes transformations socio-culturelles qui ont absolument redéfini le visage de notre planète. Et Paul Ricard, c'est quelqu'un qui vit avec son temps et même au-delà de ça, c'est un homme qui est extrêmement avant-gardiste. Il devancera d'ailleurs les évolutions de son siècle grâce à sa passion créée. Paul Ricard est issu d'une famille de classe moyenne et son père est négociant en vin. C'est un enfant de Provence, il aime la mer, les odeurs, le sud quoi. Quand il était petit, Paul rêvait d'art et son plus gros souhait c'était d'être peintre. Et d'ailleurs, il voulait rentrer à l'école supérieure des Beaux-Arts à Marseille. Et son père lui a dit « Non mon petit gars, tu gagneras d'abord de l'argent et après on verra pour l'art ». Il travaille donc avec son père et son grand-père, avec qui il parcourt la Provence. Et ces deux figures paternelles vont lui enseigner l'attachement au travail et le travail manuel. Il abandonne quand même pas sa passion, Paul, parce qu'il peint pendant 70 ans, rien que ça. D'ailleurs, il déclarera plus tard que le Ricard, c'est Ricard, et la peinture et l'art, c'est Paul Ricard. Le 16 mars 1915, alors que Paul n'a que 6 ans, l'absinthe est interdite en France. En fait, il faut savoir en France que au cours du 19e siècle, l'alcool qui était le plus consommé, c'était l'absinthe et il y avait d'ailleurs plus de 1000 marques qui étaient présentes sur ce créneau. À la fin de ce siècle, c'est à peu près 36 millions de litres consommés en France d'absinthe. Donc c'est assez considérable. En comparaison, pour vous dire, aujourd'hui, un Français, il boit en moyenne 22,7 litres de coca. Et cette boisson, un peu anisée, au goût de fenouil et d'anis, eh bien, elle est accusée de rendre complètement fous les gens. Et donc, le Parlement français vote l'interdiction de cette boisson le 16 mars 1915. Et c'est un vrai problème parce que c'est une boisson qui est extrêmement populaire auprès des consommateurs. Alors, tout le monde cherche à la reproduire. C'est comme si demain on vous enlevait le coca et le Nutella. Vous comprenez un peu la gravité de l'affaire ? Donc à l'époque, les consommateurs se mettent à boire des boissons à base d'anis, qui rappellent justement cette fameuse alcool d'absinthe, à 40 degrés. La vente est autorisée en 1922 et justement on donnera à ces liqueurs le nom de pastis. Et c'est à l'âge de 12 ans que Paul Ricard fait la rencontre de Monsieur Espanet. Monsieur Espanet, c'est un ancien coiffeur qui s'est reconverti et qui est devenu bouilleur de cru et qui lui confie la fameuse recette de son pastis à 60 degrés. Du coup, Paul Ricard, à 17 ans, il se met en tête qu'il veut créer le pastis qui sera le plus consommé en France. Et avec son frère Pierre, ils élaborent plusieurs recettes. Ils consacrent tout leur temps à faire plusieurs mélanges, à tester des arômes, comme par exemple la réglisse et les plantes provençales. Et finalement, il élabore la fameuse recette, incluant un mélange d'anis étoilé et un mélange d'anis vert teinté avec une pointe de réglisse. Et suite à cela, il teste cet alcool, donc à l'époque c'était pourtant interdit, dans les cafés de son quartier à Saint-Martin. Bon, ça va lui causer de nombreux problèmes, notamment avec la police et la douane, mais qui ne tente rien à rien, et on voit quand même où il en est arrivé le bonhomme. Le Ricard est donc né en 1932. À l'âge de 23 ans, il a réussi à trouver la fameuse recette et c'est un véritable succès. En l'espace d'à peine 8 mois seulement, il commercialise 250 000 bouteilles. Et quelques années plus tard, évidemment, le succès dépasse les frontières marseillaises et les bouteilles de Ricard se trouvent aussi à Paris, en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord. Donc c'est vraiment un succès, on peut le dire, qui commence à être international. Et puis la marque éponyme prend le slogan Ricard, le vrai pastis de Marseille.
l'âge de 29 ans, en 1938, Paul Ricard est un chef d'entreprise et c'est pas un chef d'entreprise, disons, classique. Paul Ricard, il a la volonté que ses salariés fassent partie intégrante de la société. Donc, il distribue des boissons gratuites à son personnel, mais aussi des actions gratuites. Il les invite dans de nombreux événements, le bal masqué, Noël, des sorties sur Cannes. Quand on est employé de Ricard, on participe à la vie finalement de Ricard. Et l'objectif de Paul Ricard à l'époque, c'est vraiment de faire du social. C'était un vrai humaniste finalement. Il met en place donc la participation parce qu'il se dit si moi je fais des bénéfices, mes employés doivent aussi en avoir et doivent récolter justement les fruits de ces recettes. Il crée aussi un centre de loisirs, il achète de nombreux domaines et il fait bénéficier à ses employés ces domaines pour justement créer des pôles de loisirs, donc que ce soit hommes, femmes, enfants. Donc tout le monde peut en bénéficier. Il y a même son chef de personnel qui raconte qu'il avait même mis en place une loterie où les personnes pouvaient gagner des villas. Enfin, c'est assez incroyable. C'est lui qui faisait le prêt à ses employés pour acheter des villas. Et s'ils avaient des difficultés à rembourser le prêt, il augmentait leur salaire pour que justement ce ne soit pas un problème avec la banque. On n'a pas tous la chance d'avoir ce type de patron. En 2019, il y a eu un petit scandale qui a quand même éclaté. Il y a certains employés de l'entreprise Ricard qui auraient quand même dénoncé que l'entreprise les aurait rendus alcooliques. Donc là, c'est dans un article du Monde, je cite « Dans les bars, discothèques, fêtes de mon secteur, on a un budget pour offrir des pastis aux clients et on consomme avec eux. Encouragé par notre hiérarchie. Tombé un jour, ivre-mort lors d'une foire où il officialisait en tant que commercial, un autre ex-employé explique avoir bu jusqu'à 40 Ricards par jour. Je suis sûre que ce record, vous le tenez pas, c'est quand même assez conséquent. Les commerciaux choisis étaient les plus résistants à l'alcool. Si je refusais un verre, mon chef me disait « T'aimes pas les produits que tu vends ?» Et l'entreprise, évidemment, a démenti ces informations. Donc vous débarquez dans les bistrots à l'heure de l'apéro en disant « Bonjour, c'est la société Ricard, tournée générale. » C'était la carte de visite. Alors pendant 11 ans, vous allez boire 20 à 30 verres par jour. Quand vous arrivez chez vous, vers 21h, vous êtes crevé. Vous n'avez pas trop la force de discuter avec votre femme. On évite de parler de ces choses-là. Elle le sentait. Et vous vous endormez, la tête un peu embrumée des vapeurs de Ricard. Et surtout en train de préparer la journée après à venir, à l'ouverture des bars. Vous vous rendez compte à l'époque que vous êtes alcoolique? Non, absolument pas. Bon, revenons à nos moutons. Pour parler de Paul Ricard, c'était aussi un patron atypique parce que pour lui, il fallait faire preuve d'autorité parce qu'il supportait pas les gens fades, tièdes. Donc il aimait les gens avec de l'enthousiasme, avec du peps. Il voulait qu'on lui montre de l'intérêt et qu'on comprenne tout de suite où il voulait en venir. Et il paraît, dans certains témoignages, que lorsqu'il était en colère, valait mieux pas être dans les parages. À l'âge de 31 ans, il y a un événement qui va bouleverser sa vie, comme la vie de nombreux Français et même au-delà des frontières dans le monde, c'est la guerre. Et Paul Ricard, il ne veut absolument pas envoyer ses employés sur le front, donc ce qu'il fait pour éviter que le personnel se retrouve sur des scènes de guerre, il reclasse son personnel en Camargue et transforme le Mad Méjane en domaine agricole. Et à ce moment-là, il produit du lait, il réintroduit la culture de riz, il distille aussi les fruits pour alimenter la résistance en alcool carburant. À 39 ans, en 1948, la guerre est terminée et Paul Ricard crée la première forme de sponsoring culturel et sportif en France. Donc c'est pour vous dire à quel point il était avant-gardiste parce qu'il a sponsorisé le Tour de France, ça a été vraiment la première marque à le faire. Et à ce moment-là, il organise une tournée de spectacles gratuits, il distribue des goodies, c'est quelque chose qui marquera aussi l'histoire du marketing finalement. En 1950, à l'âge de 41 ans, il achète une première île. Oui, vous m'avez bien entendu, une première, parce qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est l'île des Bancs d'Or. Chacun son budget. Donc cette île, elle se trouve à 7 minutes en bateau depuis Bandol. Et Paul Ricard, il organise 2 à 3 fois par semaine une manifestation culturelle sur l'île. Donc sur l'île, il se trouve un théâtre, des expositions de peinture, des cours de musique, des cours de danse et il rend tout ça gratuit évidemment. D'ailleurs, ça a inspiré pas mal d'artistes et de créateurs parce que il voulait que sur ces îles,
les touristes puissent rencontrer les créatifs et les artistes. Parce que, comme vous le savez, Paul Ricard, c'est aussi un profond artiste finalement. D'ailleurs, il y a un endroit dans cette île où c'est un petit village de créateurs et chaque exposant doit avoir une démarche particulière, par exemple fabriquée en France. Et puis sur cette île, il y a aussi une galerie d'art où il y a aujourd'hui, vous pouvez aller le visiter, les 150 œuvres que Paul Ricard a peintes. Quelques années plus tard, en 1958, Paul Ricard a 49 ans et il décide d'acheter une seconde île. Une, ça ne suffisait pas, il en achète une deuxième et c'est l'île des Ambiers. Donc il crée sur cette île un véritable petit paradis dans une nature préservée et raffinée. Donc c'est vraiment un mélange de nature et d'art. L'île aujourd'hui, elle accueille 200 000 visiteurs par an à la belle saison. Elle héberge même un vignoble qui a une superbe vue sur la mer. C'est quand même un domaine où il y a 30 000 bouteilles qui sortent chaque année, qui sont produites depuis 117 ans. Aujourd'hui, le domaine, il appartient à la commune de Sifour-les-Plages et toute la mise en bouteille, enfin tout le processus finalement du vin se fait sur place. Et sur cette île, la nature est préservée, la circulation est interdite. L'île a une superficie de 95 hectares et elle a été achetée par M. Paul Ricard en 1958. L'histoire des Ambiers est celle d'un visionnaire. Au départ, Paul Ricard a créé un village vacances pour ses employés, mais il voulait surtout ouvrir l'île au tourisme et à la plaisance. Précurseur bâtisseur, mais aussi précurseur en défense de l'environnement. Lanceur d'alerte dès 1963, avec la première campagne contre les boues rouges de Cassis avec Alain Bombard. En 1953, Paul Ricard a 54 ans et il y a une affaire qui éclate, c'est l'affaire des boues rouges. Alors, vous vous demandez ce que c'est, les boues rouges. En fait, c'est l'usine de Péchinette-Gardanne qui demande l'autorisation à l'État de déverser des résidus du traitement de bauxite dans la mer au large de Cassis. Donc, c'est des finalement résidus minéraux sur lesquels il se trouve des composés présents dans la bauxite et c'est l'oxyde de fer qui leur donne une couleur très rouge, d'où le nom, l'affaire des boues rouges. Ils sont lavés à grande eau pour débarrasser de 97% de la soude dont ils sont imprégnés. Donc la soude est utilisée pour l'extraction de l'alumine. Sur cette usine Péchinette-Gardanne, c'est un site historique où il sort des produits high-tech. Et d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast avec un téléphone ou alors que vous regardez la vidéo YouTube avec votre écran d'ordinateur, il y a une chance sur deux que votre écran sorte de cette usine. Ouais, ça craint. Bon, revenons à nos moutons. À l'époque, les riverains pêcheurs se mobilisent pour qu'il n'y ait pas ce scandale finalement environnemental et Paul Ricard s'y oppose fortement également. Et là encore, il est avant-gardiste parce que l'environnement, la nature, la protection de l'environnement à l'époque, c'était pas forcément la priorité. On était à l'ère industrielle où tout était développé et c'était un sujet qui passait au second plan, si ce n'est qu'il n'était absolument pas connu. Et là aussi, il est vraiment auprès des pêcheurs, auprès des riverains pour se mobiliser. Et dans son élan, il crée l'Institut océanique aux Ambiers. Donc c'est un lieu où les scientifiques travaillent toute l'année pour la recherche envers la protection de la mer. C'est aussi un laboratoire de recherche où des scientifiques travaillent toute l'année pour la protection de la mer. Le laboratoire est en pleine mutation, impossible d'y accéder. Reste la partie visible, le musée, son petit aquarium, avec ses œufs de roussette de la famille des requins sous haute surveillance. Et dans les coulisses, l'une des premières écloseries d'hippocampes. Grâce à Paul Ricard, hippocampes et oursins sont étudiés et préservés en Méditerranée. À l'âge de 59 ans, un beau jour, dans l'entreprise Paul Ricard, il y avait un grand réfectoire et il se met à monter sur la scène du réfectoire et il pique une colère monumentale contre une mesure gouvernementale et à la fin de son discours, il annonce qu'il quitte la société. Et en fait, personne s'y attendait, personne réagit même parce que c'est tellement inopiné. Cette scène est bizarre finalement que personne n'a compris. Donc il nomme son fils Bernard en tant que président-directeur général. Et puis pour sa retraite, il part vivre au Puy d'Encastre et s'achète quelques chèvres pour s'en occuper.
Bon, Paul Ricard, en plus d'être un passionné d'art et un créateur né, il est aussi passionné de mécanique. À l'époque, il faut savoir que la Formule 1, c'était vraiment un sport automobile qui était extrêmement suivi. Et d'ailleurs, les sportifs automobiles étaient considérés vraiment comme des héros. Et encore une fois, eh bien, il fait un coup de marketing énorme. Il crée le circuit Paul Ricard. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les pilotes puissent être en totale sécurité sur ce circuit. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y a aucun pilote qui voulait aller sur un autre circuit tant le circuit Paul Ricard était sécurisé. Et il fait du sport automobile un vecteur de communication important pour les marques. Parce que voilà, les pilotes étaient considérés comme des héros. Son objectif en créant le circuit Paul Ricard, c'est de mettre le spectacle en avant sans qu'il y ait de risque mortel pour les pilotes. Paul Ricard, c'est un homme d'affaires, un inventeur, un patron social, vous l'avez compris, mais c'est aussi un père de famille. Il va avoir plusieurs enfants, Patrick Ricard, Bernard Ricard, Béatrice Baudinet, Daniel Ricard et Michel Ricard. Ça en fait pas mal des enfants. Et avec ses filles, il est très exigeant. Il les élève comme des garçons, elles devaient travailler d'arrache-pied et c'était plutôt un papa sévère. Si les notes elles ne suivaient pas, eh bien les filles elles étaient envoyées en pension. Plus tard, ça deviendra aussi un papy. Alors ne vous imaginez pas que c'est un papy gâteau, non, c'est plutôt un papy instructeur, monsieur Ricard. Il partait avec ses petits-enfants faire une croisière de 10 à 15 jours. Il n'était pas forcément câlin, pas très tactile et c'était pas du genre à offrir des doudous. Non, il offrait par exemple des appareils photo. En 1974, Paul Ricard a 65 ans et il souhaite partir à la conquête d'autres marchés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la fusion, la fameuse fusion Pernod-Ricard. Il y a un double objectif, c'est acquérir une dimension internationale avec ses propres filiales à l'étranger et puis maintenir sa place de leader en France. En 1997, le 7 novembre exactement, Paul Ricard décède et il a été enterré sur l'île des Ambiers, selon sa volonté, à un endroit bien précis qu'il avait choisi. Voilà, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Ce qu'il faut retenir de Paul Ricard, c'est que c'est vraiment un homme qui a créé des choses, qui continue à vivre aujourd'hui. En 30 ans, l'entreprise, elle est passée d'une petite entreprise familiale à un empire mondial, une marque qui est mondialement connue. C'était un grand homme et j'ai été ravie de vous raconter son histoire sur Sans filtre ajouté.